J'ai vu que Bambou annonçait une machine révolutionnaire, j'étais excité. J'ai demandé à Bambou si je pouvais la tester, ils m'ont dit non. J'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit parce que. J'ai insisté, ils ont dit non. J'ai déprimé. Le 25 mars, Bambou a lancé la machine. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'ai hésité. J'ai cherché une excuse pour l'acheter. J'ai regardé dans mon atelier, j'avais pas besoin d'imprimante grand format. J'en avais déjà plein. J'ai cherché une autre excuse. J'avais pas besoin d'une imprimante double tête, j'en ai déjà une. J'ai cherché une autre excuse. J'avais pas besoin d'un laser, j'en ai plusieurs. J'ai cherché une autre excuse. Découper des petites fleurs, j'avais déjà une machine pour ça. J'avais aucune raison de l'acheter. Donc je l'ai commandé. La version laser était en rupture de stock, ça tombait bien, j'en avais pas besoin. J'ai pris la version combo. La livraison était annoncée rapide, j'étais excité. J'ai payé 140 € la livraison, je m'attendais à ce qu'elle arrive en carrosse. J'ai attendu, attendu, encore attendu, et encore attendu. Finalement, elle est arrivée, j'étais pas chez moi. Ma fille a pris le colis, il était défoncé. Le colis était lourd, j'ai eu du mal à le porter. Bref, j'ai acheté une Bambou H2D. Bon allez, j'arrête les cloneries. Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Donc elle est enfin là, la Bamboo Lab H2D. Bon, comme vous l'avez vu dans ma petite intro, je n'ai pas pris la version laser. Premièrement, j'ai hésité pour pouvoir faire une revue plus complète de la machine dans toutes ses caractéristiques. Mais personnellement, déjà il n'y avait pas de stock au moment où j'ai voulu commander, donc c'est parti très vite. En plus, moi je dois quand même avouer que personnellement, je suis pas super je suis sûr que ça fonctionne très bien, mais moi personnellement, je n'ai pas très envie de passer d'une fonction à l'autre comme ça. Et question laser, quand vous voyez mon atelier, d'ailleurs il y en a un juste là derrière, je suis déjà bien équipé. Donc j'ai pas forcément ce besoin-là moi. Et moi, j'aime beaucoup l'impression 3D, principalement l'impression 3D. Le laser, c'est pour moi des fonctionnalités accessoires qui sont utiles dans mes projets créatifs, mais c'est pas vraiment une passion que j'ai, contrairement à l'impression 3D. Alors évidemment, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que Bamboo Lab est une marque que j'apprécie, que je suis. J'ai acheté leur première machine, la X1C. J'ai reçu finalement les autres machines, presque toutes. J'ai acheté encore des machines pour moi. Et c'est donc une marque qui part déjà avec des bons points pour moi, pour être tout à fait honnête. Alors, cette vidéo, je le précise, vous l'avez vu, n'est absolument pas sponsorisée d'aucune manière que ce soit. Je n'ai pas reçu le moindre avantage de la part de Bamboo Lab pour faire cette vidéo, ni en nature, ni financier. Tout simplement, Bamboo Lab a changé pour cette machine de logique marketing et aucun, à ma connaissance, ou presque, influenceurs francophones n'ont reçu les machines. À part, il y a là une que je sais, peut-être que d'autres qui sortiront leurs vidéos dans les jours à venir, mais c'était vraiment axé sur le segment qui est pas celui de l'impression 3D a priori, mais plutôt celui des loisirs créatifs autres comme la découpe vinyle ou la découpe laser, puisque c'est ces nouvelles fonctionnalités particulières qu'ils veulent mettre en avant. Donc, peut-être que plus tard, j'aurai une Bambou avec le laser et que je pourrai tester vraiment les fonctionnalités laser et l'interaction avec l'impression 3D. Mais dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur cette question. Est-ce que la Bamboo Lab H2D en tant qu'imprimante 3D seule est une bonne imprimante? Est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce que c'est la X1C2, la X2C qu'on attendait? Bon bref, est-ce que j'ai bien fait d'acheter cette imprimante? Donc, pour résumer, voyez les deux photos, est-ce que c'est plutôt ça? Ou est-ce que c'est plutôt ça? Allez, c'est parti! Bon, alors au moment où j'enregistre, elle est en rupture de stock, donc malheureusement, voilà, faudra attendre un petit peu et cliquer sur le fait qu'on veut être informé quand elle est disponible. Elle devrait normalement à nouveau être indisponible demain par rapport à la sortie de cette vidéo, donc le 8 avril. Donc vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de pouvoir à nouveau la commander. Après, je pense pas que la livraison sera immédiate. Mais donc, qu'est-ce que la Bamboo H2D? Donc la Bamboo H2D est la nouvelle proposition de Bamboo Lab sur le marché. C'est une machine qui n'est pas uniquement imprimante 3D. Alors soyons clairs, on peut avoir une machine qui est uniquement imprimante 3D. Il suffit de prendre la version H2D comme ceci
ou H2D AMS, et on n'a pas du tout les parties laser et découpe dont on parle tant, puisque c'est surtout ça que Bambu veut mettre en avant. Et d'ailleurs, le test ici va être uniquement consacré à la partie impression 3D, parce que je n'ai pas, moi, cette version laser. On va juste quand même regarder, donc... la machine en elle-même, bon, pour les prix, la version tout nue, on est à 1930 €. La version avec l'AMS, on est à 2235 €. Et la version laser va dépendre du laser qu'on prend, un 10 watts ou un 40 watts. Donc on va être à 2846 ou 3557. C'est donc une machine qui a quand même un budget plus que certain. Elle est assez importante, même en tant qu'imprimante 3D, au niveau de son prix. Alors, ce qui est évidemment en tant qu'imprimante mis en avant dans cette machine, c'est la double bus qui est, mis à part une taille de plateau plus grande et une chambre chauffée qu'on commence à trouver quand même globalement sur pas mal de machines, mais qui est ici vraiment une des particularités de Bambu. Il existe d'autres modèles qui ont comme ça des imprimantes, enfin des têtes à double buse, comme par exemple c'est le cas avec la Snapmaker Artisan que vous avez pu voir dans ma vidéo, enfin dans mon teaser au début, dans mon intro, mais globalement il n'y en a pas des masses. Donc effectivement ici c'est une proposition qui est intéressante pour quand on veut imprimer en deux matériaux différents. Ici ils prennent l'exemple d'avoir du PLA avec également du TPU, mais c'est aussi le moyen de pouvoir imprimer en deux couleurs avec le même matériau, tout en économisant du temps, ou imprimer avec des filaments support en tant que tout le filament support ou simplement l'interface de support. Donc ça offre a priori plus de polyvalence. Normalement aussi, et c'est le cas avec les autres imprimantes, ça offre aussi plus de difficultés de calibration, hein, et c'est pas offert le mot, mais ici Bambu promet que c'est pas le cas, donc on verra dans la vidéo si effectivement on peut imprimer de manière très fluide sans se casser la tête avec cette double buse. Je précise, ce n'est pas une IDEX, hein, ce n'est pas deux têtes indépendantes, les deux têtes sont liées dans le même hot-end de manière générale, donc on ne va pas pouvoir faire des impressions en miroir simultané ou ce genre de choses, hein, ça c'est réservé à la technologie IDEX. Bon, alors pour le citer quand même, l'autre particularité de la machine, mais pas dans son mode uniquement imprimante, c'est le fait qu'on va pouvoir y trouver à la fois une tête laser 10 watts ou 400 ou 40 watts en 450 nm, donc il ne s'agit pas d'infrarouge ou de fibre, mais d'un laser diode pour faire, il parle de découpage ou de gravure, hein, donc on est... je ne sais pas dans le fonctionnement, mais en tout cas au niveau des caractéristiques sur un laser classique comme on en trouve partout ailleurs. Et au niveau de la découpe, on a une tête de découpe et une tête qui permet de porter un stylo qui est du même style de ce qu'on va retrouver chez Cricut ou Silhouette par exemple. Alors, chose intéressante, mais qui est absolument pas indispensable si vous n'avez pas des besoins techniques d'ultra haute précision, c'est qu'il propose en accessoire à environ 100 € un plateau de calibration. Attention, c'est un plateau de calibration, c'est pas un plateau avec lequel vous allez imprimer, pour pouvoir garantir une précision avec une précision, une impression avec une précision dimensionnelle de l'ordre de 50 microns. On a également une taille d'impression qui est, alors vous verrez dans la vidéo, j'explique ça bien plus en détail, mais qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a trouvé sur la X1C, mais qui va dépendre un petit peu de l'usage et de la manière dont on l'utilise, en simple buse, en double buse, donc bref, ça je vous expliquerai après. Et on a la possibilité de monter jusqu'à 350 degrés pour gérer des filaments techniques et jusqu'à 65 degrés pour la température de la chambre. Ici, on n'est pas comme sur la X1C, on a vraiment une chambre activement chauffée et ça, c'est un plus. Bon, à côté de ça, on a également un système de caméra qui permet de nous faciliter grâce à l'intelligence, qu'ils appellent l'intelligence artificielle, donc grâce à la détection, par exemple, d'objets sur le plateau, éviter des problèmes d'impression, c'est ce qu'on avait déjà sur la X1C, mais ici avec plus de caméras et normalement un algorithme amélioré pour que ça fonctionne encore mieux que ce que ça fonctionnait avec la X1C, donc à voir. Chose intéressante, si on achète la version simplement imprimante, on va pouvoir acheter un kit à venir, qui n'est pas encore commercialisé, mais pour pouvoir la transformer dans la version laser, mais ce ne sera pas
entièrement la même manière. Enfin, la même imprimante. Parce que si vous l'achetez maintenant dans sa version laser, vous avez par exemple la pompe de l'air Assist qui est intégrée à la structure, alors qu'elle sera externe si vous achetez le kit à part. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de savoir, hein. Vous pourrez passer de l'un à l'autre, mais vous n'aurez pas entièrement la même machine. La version laser est tout de suite mieux pensée pour son utilisation dans le côté laser. Bon, voilà pour les caractéristiques générales. Je propose que maintenant on regarde ça dans la vidéo. Alors désolé pour le décor, hein, je suis pas à ma place habituelle comme vous le voyez, mais j'avais besoin d'occuper cette place parce que la machine est lourde. Le paquet fait plus de 45 kg. Il est relativement lourd. Il est arrivé un peu abîmé. Vous le verrez sur le côté. Là, je ne l'ai pas encore ouvert. J'espère qu'il n'y aura pas une mauvaise surprise. Voilà, le paquet fait 45 kg. La machine n'est pas toute légère non plus. Donc, il me fallait un plan de travail solide. Et ma table, là, elle a vu un petit peu trop de review. Elle commence à partir complètement en cacahuète. Donc, on va commencer à déballer ça. Alors, je peux voir d'ici que c'est une ouverture de caisson, mais pour ces caisses, pour ces machines un peu grandes. Par le bas, donc avec des clips en plastique à retirer ici, et on vient soulever la caisse. C'est pas très utile que je vous montre comment est-ce qu'on retire cette caisse et tout ça, donc on se revoit une fois que j'ai installé. Je vais peut-être demander de l'aide à ma femme ou à mon fils pour m'aider à venir installer la machine sur le plan de travail, et on regardera ce qu'il y a dans le carton après. Bon, alors voilà, après avoir retiré le gros carton, hein, j'ai laissé quand même emballer pour que vous puissiez voir comment est-ce que Bamboo a emballé la machine pour essayer d'éviter les casses. Alors là, j'ai pas encore vu si la partie où il y avait un coup sur la machine a occasionné une casse, mais il n'y a pas vraiment de coup. Enfin si, il y a un coup ici sur la partie intérieure, mais on verra a priori le coup est léger, un peu sur le côté. Donc on peut voir que c'est tout entouré de carton. On a des gros renforts en polystyrène. Donc au niveau de l'emballage, ça a l'air d'avoir été sérieux. Ici au-dessus, on a le petit guide de démarrage rapide et une boîte d'accessoires. On est toujours sur un emballage dit éco-friendly. C'est la plupart du carton, des choses recyclées et des petits sachets en maïs. C'est déjà bien à savoir. Alors on a une petite carte pour avoir un modèle premium gratuit sur Bamboo, sur MakerWorld, pardon. Donc je vais l'utiliser, essayez pas de scanner, elle sera déjà utilisée quand j'aurai publié la vidéo. Une petite planche d'autocollants, et ça c'est plutôt sympa, avec des petits autocollants de toutes sortes. Et le guide de démarrage rapide, qui est relativement clair, qu'en anglais, mais tout est visuel et bien décrit visuellement. Donc pas forcément nécessaire de maîtriser la langue de Shakespeare. Alors on a là l'accessory box. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ben, on retrouve, comme avec les derniers modèles, alors ils appellent ça le Bamboo Filament Swatch. Et ben, c'est un petit nuancier de toutes les teintes de leur filament qui reprend chaque fois la référence du filament. C'est pas mal comme référencier et ça fait pas mal comme collier pour vos gosses si jamais vous vous en fichez. On retrouve en plastique moulé dans cette accessory box le support de bobine. Ici, il y a quelques tubes PTFE et un petit peu de gel de silice et une toolbox qui ressemble assez fort à ce qu'on reçoit avec les Bamboo A1. Pour les Bamboo X1, je sais plus trop puisque la mienne, je l'ai acheté au lancement, ça commence à dater. Et dedans, on retrouve ce qu'il faut pour entretenir sa bambou, un peu de gel, une buse. Alors, je ne sais pas si c'est une supplémentaire ou si c'est celle qu'il faudra installer, mais on a une deuxième buse de 0,4 qui est là. Le cache pour la caméra, des petites lames de cutter supplémentaires, bref, les petits accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Alors, vu le prix de la machine, ils auraient pu faire comme chez Creality et nous donner une petite boîte un peu classe comme ça, et pas un machin en carton qui est un petit peu emmerdant à utiliser. Alors, collé à la boîte, vous voyez ici, on a ce qu'ils appellent des rubber screws, donc des vis en caoutchouc pour le ventilateur auxiliaire. Ok. On dirait que ça a été genre merde, on a oublié de le mettre dans la boîte, hop, on le colle. Bon, alors on continue le déshabillage de la petite demoiselle. Vous pouvez voir que tout est emballé dans du plastique
à bulles pour amortir encore plus les chocs. J'ai une couverture plastique tout autour. Alors au-dessus attaché, on a, je ne sais pas, c'est peut-être la vitre du dessus, mais qui est bien emballée dans du carton pour éviter qu'elle se casse au déplacement. C'est bien ça. Donc vous voyez qu'on a la vis. Alors j'espérais secrètement quand même que Bamboo se plante dans la livraison et que je retrouve une porte verte. Mais c'est pas le cas. Bon, alors je fais le gros dégueulasse avec mes doigts. Mais donc on a une porte, enfin un capot pour le dessus qui est en verre trempé, qui prend bien les traces de doigts. Ici dans la version uniquement imprimante 3D, il est fumé un peu noir, transparent. Je pense qu'il est vert dans la version laser. Et on a du polystyrène à l'intérieur. On regardera l'intérieur de la machine après, hein. Mais je retire déjà ce que je peux retirer là. Et je vais aller mettre en sécurité cette porte. On s'approche de la fin du déballage, hein. On prend le temps avec ces choses-là, hein. Donc j'ai encore dû demander un petit peu d'aide, hein, pour ne pas casser la machine et pour qu'elle soit bien manipulée. Première chose que je vois, mais je ferai le tour après, hein, c'est que contrairement à la X1C, on n'a pas du tout de capot en aluminium, hein, c'est du tout plastique. C'est un plastique qui est plutôt classe, mais on perd un petit peu du côté premium qu'on avait avec la X1C. Ceci dit, ma X1C à moi, elle est complètement... elle a pris le temps, hein. mais voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit point dommage. Par contre, les portes sur les fenêtres sur le côté, pour vous voir là, je trouve ça plutôt sympa. Mais on fera le tour après pour bien voir. Encore du papier collant à retirer. Vous voyez que la porte est protégée également avec un plastique. Et en ouvrant la porte, eh ben, ça dévoile l'AMS, donc l'AMS 2 Pro. Bon, alors je sais que c'est un petit peu compliqué, hein, de bien comprendre les AMS. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça un petit peu compliqué puisque il y a les AMS 2 Pro, mais il y a aussi l'AMS HT, et pas celui qu'on achète, hein, le HT haute température. On a aussi, ben, comme on a une double buse, en fait, si on veut, moi c'est quelque chose que j'avais pas compris et donc j'ai commandé un deuxième AMS qui doit arriver. Si on veut si on veut utiliser les deux buses en même temps avec du filament qui est protégé par le système de l'AMS qui garde le filament bien déshydraté, eh ben on peut pas mettre les deux filaments dans le même AMS. Il faut mettre un filament dans chaque AMS. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et on peut voir ici que l'AMS est bien protégée, bien vissée à l'intérieur. Il faudra que je dévisse ici et ici pour pouvoir retirer cette partie-là. Alors une fois que c'est fait, ben, vous voyez, on a des petites cales. Il ne faut pas oublier de bien les mettre de côté au cas où un jour on déplace ou on veut revendre notre machine. Eh ben, ça permet de resécuriser notre AMS. Et on a encore des vis de chaque côté ici à retirer pour la partie du dessous. Mais une fois que ça c'est démonté, je peux déjà retirer l'AMS par le dessus. Comme ceci. Je le mets de côté et on regardera après ce qu'il en est. Alors j'ai encore une vis à retirer donc de ce côté-là et de ce côté-là. Et ça c'est uniquement pour débloquer les cales de protection de l'AMS. On aura encore d'autres vis à retirer pour débloquer le plateau. Alors voilà, j'ai retiré l'AMS. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, on a encore des autocollants qui nous disent attention, il faut retirer ce tape avant de l'utiliser. Donc ok, hein, on le retire avant de l'utiliser. On a effectivement beaucoup de choses à retirer et à faire attention. Alors ici, on voit le plateau, hein, donc plateau de belle taille, hein, puisqu'on a une surface de travail de 350 sur 320 et c'est un plateau en PEI texturé, couleur dorée. C'était ce qu'ils donnaient avec la dernière génération de leur machine précédente. C'est pas plus mal. J'aurais probablement préféré qu'ils donnent un plateau supplémentaire ou ben, ils vont le vendre hein, certainement, mais du style de, je sais plus comment ils l'appellent chez eux,
mais du CryoGrip de chez BQ. Et chez Bamboo, ils ont également un plateau similaire. J'ai fait le test, mais mon cerveau a fondu. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est plateaux qui permettent d'avoir une meilleure adhérence et d'utiliser moins de chaleur pour tenir. Voilà, ça aurait été bien qu'ils en donnent un avec, mais j'imagine que ça va faire partie de la gamme des accessoires disponibles bientôt pour la machine. Bon, alors pour terminer le déballage et l'unboxing, vous voyez qu'on a encore donc des serre-joints à retirer et une mousse à retirer. Et sur le fond, j'ai encore quelques vis à retirer pour décaler le plateau. Donc tout ça pour dire que question sérieux. Alors on me l'avait, enfin on s'en était un peu vanté, on l'avait entendu, Bamboo s'en était vanté, je veux dire, de dire qu'ils avaient particulièrement bien fait attention à comment les machines sont emballées pour une expédition sans problème. Alors je rappelle que moi ici je l'ai acheté et même pas avec mon compte Tecnapa. Je l'ai acheté, enfin mon compte, on sait pas que c'est Tecnapa, c'est voilà, donc les gens qui envoient la logistique ne sont pas du marketing. Donc moi j'ai été livré comme n'importe qui et d'ailleurs vous avez vu il y a eu un coût dans l'emballage qui ne se répercute pas heureusement sur la machine parce que la machine est relativement bien emballée. Donc ça, voilà, je pense que c'est un point qu'on peut souligner de la part de Bamboo Lab. Vu le prix, je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu peur de se faire livrer des machines aussi chères. Et je sais que des casses, ça arrive. On a vu plein de marques avec plein de casses, des portes explosées et tout ça. Et j'ai le sentiment, en tout cas, de ce que j'ai vu, que Bamboo a retenu la leçon parce que j'ai vu 2-3 machines cassées circuler sur des forums américains. J'ai l'impression que là, ils jouent au football américain avec les colis. Mais en Europe, j'ai pas vu ou entendu des gens se plaindre d'avoir reçu une machine cassée. Bon, alors là, vous voyez, j'ai débloqué le mouvement de la tête en dévissant. Je vous montrerai après dans le petit tour d'horizon plus l'intérieur. Mais là, ce que je vois déjà, c'est plutôt une belle machine. Et je confirme, c'est bien une buse supplémentaire qu'on reçoit avec les accessoires, vu que les 2 buses sont placées ici sur la tête. Bon, pour le déballage de la machine et retirer les petits trucs, c'est déjà fait. Je vais maintenant jeter un œil à l'AMS et puis je ferai un petit tour d'horizon de la machine. Bon, alors avant de regarder l'AMS, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous de faire une petite idée, une ordre de comparaison entre la taille de cette Bamboo, donc la X1C que j'ai ici, qui, comme je vous disais, commence à prendre un peu l'âge et a subi les affres de nombreux travaux dans mon atelier, et la H2D, donc comme ça, vous voyez un petit peu le rapport de proportion entre les deux en termes d'espace. Alors un peu plus tard dans la vidéo, quand j'aurai bien tout installé, je vous dirai la taille exacte de la machine, en tout cas son empreinte dans l'atelier, en profondeur, en hauteur, avec l'AMS ouvert, etc. Mais ici, c'était plutôt pour vous donner une ordre de grandeur. Alors, en ce qui concerne la MS2 Pro, il est lui-même emballé de manière très correcte, recouvert de plastique pour le protéger. Petit moment ASMR. Alors, les lignes nous rappellent la MS premier du nom, mais avec quand même quelques différences. Le système de fermeture ici est pareil. On peut voir quand même qu'on a un profilé légèrement différent. À l'intérieur, je retrouve encore du carton avec un petit cadeau et du polystyrène à retirer. La boîte, le petit cadeau, c'est comme Bamboo a pris l'habitude de le faire maintenant, un de leurs kits créatifs. Ici, j'ai reçu de quoi faire le petit bateau qui va sur l'eau du Benchy. Enfin bref, voilà. On a le cordon d'alimentation qui est ici. Alors c'est pas le cordon de l'AMS, mais il faut savoir que si vous mettez un deuxième AMS, il faut prendre un kit spécial pour pouvoir le brancher, un kit avec la prise d'alimentation. Donc moi c'est ce que j'ai dû faire. Sinon à l'intérieur, on peut voir qu'on a ici, il y a la place pour mettre un peu de dessicant et il nous dit qu'il faut retirer le plastique autour du dessicant comme ceci. Ne pas le manger, c'est important, c'est écrit dessus. Et on peut remettre le dessicant comme ça ici une fois qu'on l'a retiré du plastique. Alors, outre le câble d'alimentation, on a également le tube PTFE et le câble de connexion à la machine. Et ça, c'est pas plus mal, contrairement à la première version de la MS, vous voyez qu'on a le bas, le hub, ce qui permet de rediriger des différentes têtes vers un point unique. Il est accessible là directement, ce qui veut dire que si on a quelque chose qui est coincé,
on y a accès plus facilement. Dans l'autre AMS, il fallait démonter et aller chercher ça, et ça, c'était pas cool. Sinon, le système d'isolation reste le même, hein, fermé comme ceci avec une bande à l'intérieur. Et alors là, je vais pas faire une analyse technique détaillée complète en les démontant, mais à vue d'œil, le système, hein, les mécanismes, l'engrenage qui permet d'alimenter et d'entraîner le filament de l'AMS n'a pas l'air radicalement différent de celui de la première version de l'AMS. Alors à l'arrière, on a un port d'alimentation, ben justement pour l'alimentation extérieure dont je vous avais parlé, les câbles de connexion, hein, un à la machine, le deuxième à un deuxième AMS au besoin, et le tube PTFE qui va venir du hub qui est intégré dans l'AMS, hein, qui redistribue le filament à la machine directement. Et à l'avant, ben, comme vous pouvez le voir, pas d'écran ou de système de contrôle particulier, hein, donc il y a bien un système de déshydratation avec l'AMS, mais il se contrôlera directement soit via l'application, je pense, ou en tout cas via l'imprimante, mais pas de petit écran ou autre. C'est dommage, hein, j'aurais aimé voir là un hygromètre par exemple intégré directement. C'est pas le cas. Bon, alors comme vous avez pu le voir jusque maintenant, ben, on a plutôt une belle machine, hein. On va faire un tour d'horizon de la machine tout de suite. Mais voilà, mon premier ressenti là au déballage, hein, pour clôturer cette partie unboxing et un petit peu montage, hein, parce que c'est une machine où il n'y a rien à faire, à part découper quelques colsons. Mais on sent quand même que Bambu Lab a voulu mettre du sérieux dans l'emballage et dans la manière dont la machine va vous arriver. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Je regrette l'absence de matériaux plus nobles qu'un plastique qui est un plastique de bonne qualité, mais qui reste un plastique. Mais on a quand même les vitres en verre trempé et pas en simple acrylique. Et ça, c'est pas plus mal. Donc ben, je propose maintenant qu'on vous jette un petit coup d'œil à la machine en elle-même. Alors, comme je le disais, d'un point de vue extérieur, on a donc une coque qui est en plastique. On a sur l'avant l'écran qui est directement attaché cette fois-ci et qui permet d'être basculé à 45 degrés. La porte, elle s'ouvre et elle s'ouvre bien, hein. On peut avoir une ouverture quand même assez large, ce qui nous permet d'avoir bien accès à l'intérieur de notre machine. Tout le long de la porte, il y a des bandes de caoutchouc ou de silicone. Je ne sais pas exactement lequel des deux polymères c'est, mais voilà, on a ce genre de bande. On s'en rend pas bien compte ici, mais ça c'est le truc rigolo. On a une petite trappe qui s'ouvre et on entend que c'est électroniquement. Alors là, je l'ai un peu forcé, hein, faites pas ça à la maison. Mais c'est le système de ventilation. Et donc ça, c'est quand même vraiment sympa. C'est que manifestement, il y a un système de ventilation qui permet d'évacuer l'air chaud au besoin. Avoir les fonctionnalités, peut-être pour pouvoir imprimer porte fermée, je ne sais pas, je vais voir, je dis pas de bêtises encore à ce niveau-là. On verra plus tard dans la vidéo. Alors sur le côté, on a ici une vitre et on peut voir qu'on a en fait une poignée de chaque côté pour pouvoir venir porter notre machine plus facilement. Alors ça reste quand même lourd, hein, je tiens à le préciser. Alors le dessous de la machine, eh ben, vous voyez justement l'espace pour les poignées. On a directement des pieds en caoutchouc intégrés, mais vous voyez qu'il y en a déjà un qui s'est fait la malle chez moi. Ils sont relativement fragiles, pas super bien collés. Voilà, ça c'est dommage, mais je vais lui mettre un petit point de colle, je pense. Alors je peux dévisser. Et voilà, je l'ai dévissé, je l'ai remis, ça a l'air de tenir. On peut voir le système de courroies. Alors les courroies en dessous sont pas des courroies larges. Vous verrez que plus haut on a des courroies larges. Ici on a des courroies qui sont pas très larges. Et il n'y a pas énormément d'électronique en dessous, hein. Vous voyez que c'est plutôt sobre. Mais le dessous, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une carlingue dans un métal, peut-être bien de l'aluminium ou de l'acier, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on a une carlingue métallique. Bon, alors, et c'est là, je vous assure que je ne l'avais pas encore vu avant, hein, parce que je me laisse toujours la découverte en même temps que vous. Il y a deux choses à dire. On va regarder après au niveau du truc, mais malgré tout, malgré tous les emballages que vous avez vus, et je pense que Bambu a fait ce qu'il faut pour que ce soit bien protégé, eh ben, c'était pas suffisant parce qu'il est arrivé défoncé. Je vais vous montrer ici, vous le voyez déjà là, et vous voyez ici, la machine est arrivée défoncée. C'est vraiment pas agréable, hein. J'ai payé quand même un bon paquet de pognon pour la machine, donc je peux tout à fait comprendre les gens qui sont dans la même situation. J'ai fait un peu le malin en disant j'ai pas vu de casse encore en Europe. Eh ben, peut-être que c'est parce que j'ai fait le malin.
mais moi, elle est arrivée comme ça et je suis vraiment pas content. Bon, alors, je vais contacter Bambu Lab, je vais essayer de les contacter en tant que simple consommateur. Comme ça me permet aussi, j'ai pas toujours moi le retour, et c'est pas par malhonnêteté, mais j'ai pas toujours le retour des services clientèle. Souvent vous me dites oui, les services clientèle sont bons, sont pas bons, et je suis pas toujours en mesure de pouvoir vous dire si c'est vrai ou non, parce qu'il faut bien avouer que la plupart du temps, en tant qu'influenceur, on a plus facile à obtenir une pièce de réparation, une pièce de remplacement, parce que quand on reçoit la machine, les marques, ils ont intérêt qu'on montre une machine qui est en bon état et qui fonctionne. Voilà. Et je sais que, voilà, Bambu, j'ai toujours eu une bonne expérience du service client en ce qui concerne la résolution du problème, mais quand j'ai dû les contacter, c'était toujours un petit peu lent. Donc voilà, je vais voir. J'espère que ça ne va pas compromettre l'utilisation de la machine et que je serai en mesure de vous fournir le test assez vite, puisque je sais que beaucoup de gens attendent, pas pour me la péter, mais en tout cas attendent un test technique beaucoup plus complet de la machine, et c'est ce que moi je propose de faire ici. Bon, je me remets de mes émotions, et j'ai entre-temps pris contact avec Bambu. J'espère recevoir assez vite la plaque de remplacement. Je ne sais pas si ce sera assez vite pour pouvoir vous le dire dans le cadre de cette vidéo, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment envie d'attendre encore des semaines avant de sortir la vidéo, parce que de un, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre. De deux, pour être honnête, moi, ma chaîne, c'est un peu mon business, et puis si je bats pas le fer tant qu'il est chaud, je perds en potentialité de vue, donc de revenus, bref, c'est pas cool. Je suis vraiment content. C'est en off et je le mettrai pas dans le bêtisier, mais je pense que j'ai rarement dit autant de jurons de ma vie. Donc voilà. Allez, on va quand même regarder la suite. Oui, et je râle, j'ai payé 140 balles pour la livraison et elle arrive. Alors c'est pas Bambu, ça, je sais. Mais purée quoi, les livreurs, franchement, ils me cassent les... Bon, allez. Je vois ici qu'on a quelque chose d'assez amusant. Donc c'est une clé de sécurité qui doit être installée ici pour que la machine fonctionne. Ça permet notamment, parce que l'imprimante 3D, bon, votre gosse peut se brûler. Le laser, votre gosse peut se découper une main. En gros, Donc ça permet de pouvoir, on a ce genre de système de sécurité sur d'autres lasers. Ça permet de pouvoir la retirer et la machine n'est pas fonctionnelle si jamais on veut éviter que les petites mains rentrent dans l'atelier et ont la possibilité de venir se blesser. Donc il faut quand même pas oublier de le mettre, parce que je sens qu'il va y avoir des gens qui vont pas bien regarder l'étiquette, surtout que c'est écrit que en anglais, et qui vont pas comprendre et qui vont se dire tiens, j'ai quoi ça, et voilà, et qui vont dire ma machine s'allume pas, mon Dieu. Ça pourrait arriver. Donc maintenant vous savez peut-être pourquoi elle s'allume pas, si jamais vous n'avez pas fait attention à ce détail. Bon, on a le bouton sur l'arrière, c'est un peu loin. Il faudra aller bien comme ça à l'arrière, en fonction de là où on est et là où on la place, c'est peut-être un peu loin. On a ici le système de ventilation qui va de pair avec le système que je vous ai montré devant. Donc ici les je sais plus comment on dit. Bref, ça s'ouvre. Les évents, voilà, les évents vont s'ouvrir, mais ils s'ouvrent mécaniquement. Donc ça c'est bien. On a le toboggan de la purge qui est ici. On va certainement pouvoir imprimer un petit truc qui va permettre de venir sur le côté pour voir ça. On a ici l'entrée pour le tube PTFE pour les deux extrudeurs, et c'est bien libellé extrudeur droit en haut, extrudeur gauche en bas. Et par contre, petit détail amusant, on a une entrée spéciale pour le TPU. Donc voilà, puisque le TPU va toujours être assez peu, en tout cas peut-être le TPU spécial AMS, mais le TPU classique va pas vraiment être compatible avec l'AMS, aura toujours le même genre de difficulté, et donc on peut passer via là. Alors ça permet d'aller directement dans l'extrudeur sans passer par le tube PTFE, je pense. Bon, je verrai à l'usage comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce qu'il faut mettre un tube PTFE, j'en sais rien. Je verrai à l'usage comment ça fonctionne, mais en tout cas on a ici un inlet spécial pour le TPU. Point important à savoir,
Donc je l'ai dit en expliquant les caractéristiques, hein, ici c'est la version uniquement imprimante. On pourra, si on veut, acheter un kit qui permettra de la transformer en version laser. Alors j'imagine qu'il y aura les portes à remplacer et qu'on aura la tête laser et les accessoires. Mais quelque chose, ça ne la fera quand même pas exactement la même que l'imprimante en version filament, enfin en version laser, puisque dans l'imprimante, si vous l'achetez maintenant en version laser, elle intègre une pompe pour l'air assist qui est intégrée, alors que on vous donnera la pompe externe si vous achetez le kit pour la passer en version laser plus tard. Et ce tube ici, cet inlet, permet également de faire passer le tube de la pompe externe. Donc voilà, c'est comme ça vous savez exactement à quoi ça sert. Et sur le côté, comme vous pouvez voir, on a une vitre, mais bon, rien de particulier. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ici, là, je vous montre le pied comme ça. Moi, j'aime pas trop. Hein, j'en avais installé puis je les avais retirés de ma X1C parce que quand je devais la bouger, chaque fois c'était un peu chiant. Et ça fait pareil ici avec ses pieds directement en silicone. Mais bon, hein, ça, ce qu'il faut, c'est bien la mettre. Mais là, il s'est retiré. Donc à l'intérieur, on peut voir qu'on a le plateau. Hein, ici en dessous, j'ai pas encore retiré les mousses parce que je l'ai pas encore allumé et qu'ils sont bloqués. Donc il faudra, j'imagine qu'au démarrage, en plus, on aura un petit message qui nous dit de dévisser, etc. Ce que j'ai déjà fait. Donc le lit chauffant, vous pouvez le voir ici. Rien de particulier à dire à propos du lit chauffant. Je peux juste voir, enfin j'ai l'impression, d'après ce que j'ai lu, et puis ça a l'air de se confirmer en voyant ça ici, qu'il n'est pas multizone. Hop, regardez ça, il va falloir faire attention. Il y a des petits mousses qui disent, s'il vous plaît, retirez ce petit mousse. Mais ils sont discrets, cachés là, à l'intérieur, donc faut faire attention à ça. Et il y en a de chaque côté. Alors on peut voir, enfin on le voit pas, mais on le verra une fois que c'est allumé. Mais ici en dessous, il y a une petite bande LED qui est solide. Hein. On est sur du plastique qui est solide. Alors on a un petit message qui nous précise qu'il faut pas venir placer quelque chose ici en dessous parce que comme ça bloque pas quand on bouge. C'est malheureux qu'on doive dire ce genre de message, mais bon, hein, ok. Alors sur le côté gauche de la machine, on a le gros système de ventilation pour le caisson de la chambre qui va permettre notamment de souffler l'air chaud pour le fait que la machine a une chambre activement chauffée. Alors à l'intérieur ici, bon je vais vous le montrer depuis en haut, ce sera plus clair, mais on a le bac pour la purge, hein, c'est là-dedans que les poups vont tomber. Alors comme vous le voyez ici, on a un grand système de filtration et donc c'est pas tout petit, hein, ça a l'air plutôt sérieux. Et à l'intérieur, vous pouvez voir ici qu'on a deux systèmes. Alors c'est des systèmes anti-étranglement, hein, c'est pour ça permet de savoir si le filament est coincé quelque part. Donc on en a un pour chacun des tubes et donc pour chacun des extrudeurs. On a une chaîne pour venir tenir, hein, une chaîne avec un bras qui est plutôt bien pensé, qui semble plutôt solide. Alors ici, hein, vous voyez, on a la possibilité de pouvoir mettre encore quelque chose, hein. Ça c'est pour le tube de l'air assist si on le fait passer par le tube TPU que je vous ai montré avant. Et ils disent que si on veut faire passer du TPU, ce qu'il faut faire c'est de venir débloquer comme ceci le PTFE et de venir le faire passer comme ceci. Et comme ça, on a un chemin court pour le TPU, il reste pas bloqué dans les buffers et dans l'AMS et ça facilite les choses pour imprimer du TPU. Alors, au niveau de la hot end, vous pouvez voir qu'on a un capot qui se retire facilement. Et ici, je vous montre, hein, c'est quand même hyper qualitatif. La cage ici doit être en aluminium, mais c'est extrêmement solide. Hein, parce que l'aspect extérieur pouvait donner l'impression que c'était du tout plastique. Mais à l'intérieur, c'est du métal. On a ici les cutters, hein, donc les systèmes pour couper le filament. Et là, en venant taper un côté, on a une petite barre, c'est magnétique, mais vous voyez ici qui se lève, hop, donc ça vient se mettre là et ça permet de couper le filament et il le fait au besoin. Ce qui permet de ne pas perdre de la place en fait d'impression. Si le filament était resté là, on aurait dû rester comme ça pour imprimer. Alors que le fait qu'il soit rétractible, ça permet de gagner encore un petit peu
d'espace pour l'impression. Au niveau des courroies ici, elles sont plutôt épaisses. C'est pas les plus épaisses que j'ai vues. Par contre, et ça je préfère, exit les barres en carbone, qui étaient pas mal mais qui demandaient de l'entretien. Enfin voilà, moi je préfère un bon gros rail linéaire comme c'est le cas ici. Et donc on a un rail linéaire à ce niveau-là. On a donc 2 tubes PTFE, un pour chaque extrudeur. Alors on a ici les 2 buses pour monter. Là je vois pas trop comment est-ce que on retire les buses, mais je montrerai ça à mon avis dans une capsule vidéo à part, puisque je ferai également toute une série, comme j'avais fait pour la Bamboo X1, une série de petits tutoriels sur l'entretien et le remplacement des pièces. Et donc c'est du contenu que vous pourrez découvrir sur ma chaîne dans les semaines à venir. Autre contenu intéressant, hein, c'est que si vous connaissez pas encore et que vous tombez par hasard sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas, donc l'imprimante s'utilisera principalement avec Bamboo Studio en tout cas pour la plupart des gens. Et j'ai déjà fait une formation complète à Bamboo Studio, mais c'était Bamboo Studio la version qui correspondait aux générations précédentes des Bamboo Lab. Alors il y a une nouvelle version de Bamboo Studio qui est sortie, et donc je pense refaire, alors pas dans les 10 jours, hein, mais je pense refaire une formation complète à Bamboo Studio, nouvelle version. Alors a priori pas avec la version laser tout de suite, puisque je ne l'ai pas, à moins que je finis par recevoir la machine en version laser de Bamboo, mais ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Mais je referai la formation complète à Bamboo Studio, donc vous pourrez voir ceci. Alors si vous regardez bien ici, donc comme c'est noir on ne le voit pas bien, mais il y a déjà une caméra, hein, la caméra qui vient surveiller ici. Je ne sais pas s'il y a plus de caméras dans cette version là. Je pense que c'est dans la version laser où on a plus de caméras. En tout cas on a la caméra qui est ici, et on peut mettre un petit cache hein, si on veut pour la vie privée. Mais donc vous voyez ça là. Alors en ce qui concerne le système de purge, eh ben, il a l'air d'être quand même beaucoup plus... voilà, il a l'air mieux pensé que le système de purge de la génération précédente. Là ça coupe bien, donc je vais faire attention à ne pas me couper. Et alors ça tombe hein, dans le petit toboggan qu'on a déjà vu à l'arrière. Et le châssis en lui-même, on a une structure qui est vraiment dans un acier bien solide. Vous le voyez là, ici, comme ceci. Enfin, comme vous le voyez là, le port USB qui est installé à l'avant de la machine et qui n'est pas gêné. Enfin, moi, j'aimais pas beaucoup la manière dont il fallait faire avec la carte SD dans l'écran de la X1C. Ici, on a le port USB qui est accessible facilement et c'est pas plus mal. Bon, alors voilà pour le tour complet de la machine. On va maintenant regarder comment installer l'AMS. Bon, alors je vais mettre l'AMS ici au-dessus, mais moi il sera destiné à être mis sur le côté, et je vais imprimer quelque chose pour pouvoir faire une étagère pour mettre les 2 AMS les uns au-dessus des autres, vu que j'ai acheté un deuxième AMS pour aller avec. Alors je pense pas en acheter 4, mais bon, hein, on ne sait jamais. Alors avant de mettre l'AMS, j'ai oublié quelque chose. Il y a un support de bobine à mettre. Donc le support de bobine, c'est pas dur, on a ça, on a des vis, et on a ici un petit... je sais pas, un petit bitonio, hein, je vais l'appeler comme ça, pour venir le fixer. Et les vis, en fait, je sais pas à quoi elles servent, mais puisqu'il n'y a rien à visser. Alors, en fonction de là ou de comment vous allez placer votre AMS, hein, ça peut valoir la peine de changer de tube PTFE, puisque ici, on a un tube PTFE que je trouve quand même pas très long. Donc on n'a pas beaucoup de marche, par exemple, c'est pas assez long que pour pouvoir venir le poser par terre comme ça. Vous voyez, donc ça c'est, je trouve ça un peu dommage, mais donc on vient mettre le tube PTFE dans l'extrudeur 1 et le tube PTFE vient se mettre ici comme cela. Après on a d'autres petits morceaux de tube PTFE, notamment un pour venir depuis l'extrudeur 2 jusqu'au support de bobine. Ce qui permettra de dérouler. Donc on est sur le même système que pour la A1 ici, et c'est un système que je trouve quand même bien fait. Ensuite on a un câble 6 pins, on vient le mettre dans un des deux, l'autre ce sera pour mettre en série à un autre AMS, et on vient brancher ici. Alors là on a un peu plus de marge, mais je trouve quand même que le câble est un peu court, donc ça c'est un reproche que je peux faire, parce que ça limite les compositions qu'on peut faire. Alors évidemment, plus vous faites long, plus le système d'alimentation va durer du temps. Mais la manière dont on veut l'agencer, surtout si on a 3-4 AMS,
si on veut mettre ça sur le côté, si on veut pouvoir avoir la possibilité de lever facilement la plaque du dessus, eh ben c'est dommage qu'ils aient pas pensé à mettre un câble un peu plus long. Alors peut-être qu'ils vont vendre des accessoires avec des câbles en version plus long. Ça je sais pas, j'ai pas vu là pour le moment s'il y avait ça sur la boutique. Et d'un tube PTFE, ça c'est qu'un bête tube PTFE, il en existe tout plein, ça s'achète partout sur Amazon, sur AliExpress, ça c'est pas compliqué d'en prendre un plus long. Et donc voilà, pour brancher l'AMS, a priori, il n'y a pas plus de difficultés à faire. Donc ici, je vais pouvoir utiliser mes deux extrudeurs, je vais pouvoir mettre ici du filament pour l'extrudeur 2 et puis du filament dans l'AMS pour l'extrudeur 1. Donc comme je le disais plus tôt, et c'est une limitation, c'est dommage, on est limité pour les 4 filaments de l'extrudeur, enfin de l'AMS à l'extrudeur 1. On peut pas dire tiens je veux la bobine 1 de mon AMS et la bobine 2 de mon AMS qui remplit chacun des extrudeurs. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez donc soit on met une bobine dans l'extrudeur et une deuxième bobine ici au niveau du support de filament. Par exemple, une composition qui est assez classique et que beaucoup de gens, à mon avis, vont vouloir faire, c'est de mettre du PLA pour l'impression et du PETG pour je sais plus, enfin en gros pour faire les supports, mais pas tout le support, juste le contacteur, les interfaces de support, voilà, ce qui permet de décoller plus facilement les supports. C'est un truc, je le testerai, on le verra plus tard dans la vidéo. Ou une autre composition, c'est de mettre 2, 3, 4 AMS. Alors, je reviens, pour si vous avez zappé des passages, on a ici une prise pour l'alimentation. Il ne faut pas la mettre a priori quand on a un seul AMS avec la machine. Le câble va fournir l'alimentation nécessaire à l'AMS. Par contre, si vous avez un deuxième AMS, il faudra brancher l'alimentation parce que, comme ce sera en série, il n'y aura pas d'alimentation qui sera transférée depuis cet AMS vers un autre AMS. Donc voilà, c'est dans ce cas-là, si vous achetez un deuxième AMS, il faut être vigilant à acheter un kit qui comprend l'alimentation de l'AMS. Bon, alors c'est parti. Maintenant, on va vraiment pouvoir se mettre à regarder l'interface et espérer. Enfin, là, à mon avis, elle s'allumera, j'espère. Mais espérer qu'il n'y aura pas de difficulté avec l'imprimante qui m'est, je le rappelle, arrivée endommagée. Alors petite image, voilà, elle vient de s'allumer. Donc on a tout qui est allumé, c'est plutôt joli. Et on va regarder au niveau de l'écran, le démarrage a été quasi instantané. Bon alors au niveau de l'interface, comme vous voyez, on a différentes lampes de disponibles. Alors le point rouge, c'est le reflet de ma caméra. C'est pas sur l'écran. Avec une interface qui rappelle les couleurs de bambou, donc vert. Au niveau de la traduction, on verra ce que ça donne. Moi, j'aime déjà pas la traduction prochain. J'aurais préféré suivant. Mais bon, on va voir. Alors, il me demande de sélectionner une région dans laquelle je suis. Ça, c'est pour la connexion au serveur et au cloud de Bamboo. Alors, je suis en Europe. Je viens choisir mon Wi-Fi. Donc, j'ai un réseau 2,4G et un réseau 5G. Donc, je peux déjà constater qu'il fonctionne avec le réseau 5G. Et je vous cache mon mot de passe. Me voilà une fois connecté. Eh ben, j'appuie sur prochain. Elle va vite finir en anglais. Ici, je viens me connecter dans Bamboo ND, donc c'est la même application pour ceux qui avaient déjà une Bamboo Lab que celle qu'on utilise pour l'environnement Bamboo. Je vous montre ici les images. Donc je suis dans Bamboo ND, j'ai ici mon profil. Donc pour ceux qui connaissent pas l'application, voilà, comme ça au passage on la voit. Donc on a une application mobile qui permet d'avoir accès à MakerWorld et donc à avoir accès à tous des fichiers qu'on peut imprimer facilement. Donc ça c'est plutôt pas mal et surtout d'avoir le contrôle sur notre machine. Alors pour ça je viens ici dans l'onglet imprimante et j'ai différentes machines. Vous voyez ma Bamboo A1, ma X1. J'ai pas sur ce compte là la machine de mon fils, la A1 mini, mais ça c'est les deux machines de Bamboo que j'ai déjà. Je viens cliquer sur plus et là vous voyez il me demande de venir scanner le code QR. Je le fais, hop, voilà, et directement il me propose de lier la machine à mon compte. Je confirme pour lier et vous voyez il reconnaît mon profil. Dans mon profil de Bamboo Lab et de MakerWorld, j'avais mis mon image, donc là, il la reconnaît. Seulement, j'avais mis le logo, comme c'était en fond transparent, avec les lettres noires. Et là, bon,
Bon, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Et dans l'application, vous voyez ici, je peux donner le nom de l'imprimante. Donc, je vais l'appeler H2D. Hop. Et j'ai maintenant l'interface d'utilisation de mon imprimante. On va déjà directement, à mon avis, voir là si on peut faire des mises à jour ou autre. Donc, il me dit qu'il y a un nouvel AMS connecté. Ben oui, c'est vrai, j'ai un AMS de connecté. Il me dit que je dois le configurer avant l'utilisation. Je vais aller voir sur le wiki. Et donc là, j'ai un wiki, mais en anglais, qui dit ce qu'il faut faire. Bon, à mon avis, je vais continuer sur la machine directement. Il me dira peut-être comment faire. Mais au niveau de la machine, ben, vous voyez ici, on a la petite icône qui représente la machine. On peut voir ici qu'on a les températures qui s'affichent sur l'imprimante et on peut voir les différentes parties de l'imprimante. Nos deux extrudeurs ici, le plateau, la température de la chambre réchauffée, les ventilateurs, enfin bref, la vitesse de fonctionnement. On a encore, comme sur la Bamboo X1C, la possibilité de venir augmenter la vitesse de fonctionnement. Alors, c'est pas bouger au G-code. Donc le G-code, il a une vitesse qui est configurée dans le slicer qui correspond à la vitesse standard. Et il va bypasser la vitesse du G-code pour appliquer ici un coefficient, par exemple de 1,24 pour imprimer en mode sport, si je choisis ça ici dans l'application, ou si je choisis ça dans directement sur l'imprimante. Bon, et voilà, pour le reste, ben, l'application elle est disponible sur Android et sur iOS. Moi, je l'ai ici sur iOS, donc je vous laisserai la découvrir. Alors donc maintenant, une fois que je suis connecté, je viens appuyer sur suivant. Je dois vendre mon âme au diable, accepter que sur 12 générations, mes enfants soient confiés à un démon, je dis oui. Il me demande si je veux accéder au programme d'amélioration et donc à une espèce de programme bêta où j'aurai des versions des firmware avant et tout ça. Je dis si je veux rejoindre ou si je veux sauter. J'aurais mis passer ici plutôt que sauter. Hein, voilà, je pense que la traduction, il y a du travail. Je vais mettre passer. Il me dit attention, il faut enlever 4 vis. Et je vais vérifier que j'ai bien enlevé les 4 vis. C'était bien le cas, donc je dis prochain. Et là, il va faire son calibrage complètement automatiquement. Et vous voyez qu'il y en a quand même pour 29 minutes au total, hein, puisque il va faire l'annulation des bruits du moteur, la compensation des vibrations, le nivellement automatique, l'étalonnage du décalage de la buse. Donc 3 phases comme ça. Je vais... Donc alors je vais pas vous montrer des images, hein, puisque je vais en profiter du coup pour aller dérocher un petit peu. Mais donc je vais le lancer, le laisser faire sa calibration complètement automatiquement. À ce niveau-ci, une fois qu'on le lance, il faut pas toucher la machine. Hein, on laisse comme ça, on s'assure que tout est bien, que le plateau est bien libre, et on appuie sur commencer. Et là, il est parti pour 29 minutes. Bon, alors ça a pris 29 minutes, hein, mais il y a une calibration différente de ce qu'on a connu sur les X1C, c'est-à-dire qu'il y a, pour ceux qui connaissent le système de double extrusion, on n'est pas sur une double extrusion indépendante ici, mais il y a quand même une calibration du décalage de la buse de l'une par rapport à l'autre, de la gauche par rapport à la droite. C'est souvent... Alors, j'avais déjà vu hein, dans mon test de la Snapmaker J1S que c'était facilité, mais ici c'est encore plus facilité puisque on n'a rien à faire du tout, il fait tout seul. Hein, il appuie, là il touche, il a des petits capteurs et bref, il fait les choses tout seul, on n'a pas à se casser la tête. Donc maintenant on est prêt, je peux regarder la suite de l'interface. Donc la suite de l'interface va être assez proche de ce qu'on va avoir sur la X1C, hein. On reconnaît l'interface tout de suite. On a ici au centre un petit blabla, bonjour, pouvons-nous nous lancer dans une autre aventure, blablabla. On voit ici qu'on a le Wi-Fi. Si je clique dessus, j'ai accès à la liste Wi-Fi et j'ai mon adresse IP qui est écrit là. J'ai ici la température de ma buse. Alors, si vous voyez bien, c'est écrit L 130 degrés, puis ça bouge de temps en temps, ça se met sur R. Donc L c'est left pour la gauche et R c'est right pour la droite. Donc on a les températures, on a la température du plateau et la température de la chambre. Là encore, quand on clique sur n'importe quelle température, hein, on vient sur cette interface qui nous permet de voir clairement et de configurer donc la température de la chambre
je peux venir monter la température comme ceci, par exemple à 45 degrés. Si je le fais, et là, il se met en route. Alors, je vous laisse entendre le bruit du ventilateur. Puisque forcément on a un ventilateur pour chauffer ça, c'est pas super bruyant. Hein. C'est un peu bruyant, mais c'est pas super bruyant. J'ai déjà entendu beaucoup plus bruyant, et là ça souffle fort quand même. Je vais lui demander d'arrêter, et vous entendez tout de suite que ça s'arrête. Je peux activer ou non la lumière. Le ventilateur, je peux mettre en mode chauffage ou en mode refroidissement. Et là, ben, vraiment, c'est moi qui choisis. C'est bien en fait de pouvoir voir le mode refroidissement, parce que ça permet d'imprimer réellement sans devoir laisser la porte ouverte ou laisser le boîtier du dessus ouvert. Donc ça, ben, je trouve ça vraiment pas mal. Alors l'onglet des contrôles, toujours dans la même genre d'interface que sur la X1C, donc on n'est pas perdu. On a X, Y, Z, ben, c'est les contrôles du plateau chauffant qui va permettre de monter ou descendre. Voilà. Quand on le fait la première fois, il nous dit qu'il doit faire un homing. C'est la même chose que sur la X1C. J'appuie sur la maison, il fait son homing. Ça fait un petit peu de bruit. Et au niveau du filament, j'ai le même message, nouvelle AMS connectée. Il faut le configurer. Alors là, la machine, elle bouge un peu. C'était peut-être pas top de faire un homing là pour le moment. Je viens configurer déjà, donc, pour l'extrudeur de droite, j'ai pas mis de filament dedans, il a rien. Et par contre, l'AMS, je dois faire la configuration. Alors, ben, la configuration, on le fait ici. Il me dit de mettre un filament dans l'AMS et de cliquer sur détecter. Donc, je vais faire ça. J'ai mis du filament de chez Bamboo. Donc, comme ça, on peut voir si il le détecte automatiquement. Je clique sur démarrer. On voit le petit chemin. Hein. Il dit voilà, le filament est tarifé au buffer. Je l'entends fonctionner et voilà, l'étalonnage de l'AMS est fait et on a maintenant ici dans l'interface l'AMS qui est bien configuré. Et en fait, il n'est pas bien configuré parce que je me suis planté et j'avais mis sur l'extrudeur de droite plutôt que l'extrudeur de gauche, et en fait, c'est sur l'extrudeur de gauche que je voulais le mettre. Donc bref, je vais lui faire recommencer. Et là, je lui dis, je dois pas recommencer en fait, je lui dis simplement de le déplacer à droite. Et voilà. Maintenant, j'ai dû aussi aller changer à l'arrière le tube PTFE pour qu'il rentre bien du côté de l'extrudeur de gauche. Donc j'ai mon AMS à gauche. Il a détecté automatiquement la bobine. C'est du PLA gris de chez Bamboo. Je peux venir cliquer sur modifier. Et vous voyez que là, je peux rien changer parce qu'il a détecté avec la puce RFID que c'était celui-là. Si je mettais une autre marque, je pourrais modifier et venir dire ce que c'est. On voit l'hygromètre directement de l'intérieur. Hein, il est à 34%. Et donc ici, je peux demander de sécher le filament. Et c'est via cette interface que ça se passe. Je peux dire, ben ok, j'ai mis du PLA dedans, sèche-le à 50. Alors il a des presets hein, en fonction du filament que c'est. Si je dis c'est du PC, il va me dire, ben il faut 65 degrés. Et donc, il est possible qu'avec cet AMS, ça sera pas entièrement séché. Il vaut mieux, du coup, utiliser un AMS acheté. Et donc, il faut l'acheter en plus, hein, d'où le nom, acheté. Non, le nom veut pas dire ça, mais voilà, il faut quand même l'acheter en plus. Ici, c'était bien du PLA. Donc, je pourrais commencer à le faire sécher. Alors, par contre, ça, c'est quelque chose qui est un peu contraignant. C'est que si on veut le faire sécher, il faut vraiment qu'on retire tous les bobines de l'AMS et qu'on vienne bien les attacher. Et c'est pas encore le cas, donc moi je vais pas faire sécher, mais vous avez vu le principe. Donc la petite icône ici pour venir régler ceci. En cliquant ici sur la roue crantée, j'ai les paramètres de l'AMS. Je peux demander si je veux qu'il lie les filaments à l'insertion. Donc quand j'insère directement, il lit s'il y a la puce RFID. Il peut aussi faire une estimation du filament restant. Je ne sais pas si ça marche bien, je vais le mettre, on verra bien ce que ça fait. Et on peut activer la fonction filament de secours, et pour ça il faut que les filaments soient configurés comme étant de même type
de même couleur et de même marque. Après, si vous mettez du PLA, du rouge, du bleu, du vert et que vous en foutez que votre pièce elle soit multicouleur au moment où vous imprimez et que vous voulez qu'il passe d'une bobine à l'autre quand l'une bobine est épuisée, il suffit de le configurer comme étant de la même marque, du même type et de la même couleur. Attention toutefois que si vraiment c'est des marques différentes, vous pourriez avoir une moins bonne qualité d'impression. Alors au niveau du petit dossier, on vient retrouver tout ce qu'on a comme fichier dans la machine, notamment un Benchy. Alors je vais imprimer quelques fichiers pour tester, mais un Benchy, un petit panda en 2 couleurs, une petite toupie. Donc l'avantage des 2 couleurs, c'est qu'a priori on perd pas de temps et il n'y a pas de souci de purge. Contrairement aux couleurs utilisées via l'AMS qui vont faire beaucoup de purge, le fait d'avoir ici 2 couleurs va réduire ce risque enfin réduire cela. Et on a donc quelques fichiers, je vais imprimer ça après. Vous voyez qu'on a le port USB, si jamais on a une clé USB, il n'y a pas de clé USB fournie avec la machine, ça c'est à souligner. On a, et ça c'est bien, ils ont déjà prévu à l'intérieur des adaptateurs pour, si vous achetez par exemple du refill, donc du filament qui n'est pas sur bobine, qui est une recharge de filament, qui n'est pas sur bobine, eh ben on peut imprimer la bobine. Je vous conseille toutefois de ne pas imprimer la bobine en PLA, surtout si vous la faites sécher après dans l'AMS ou dans n'importe quel bref, dans n'importe quel truc qui va vous le faire sécher. Je suis fatigué, je sais plus parler. Enfin, à ce niveau-là, on a les informations sur notre compte, le firmware. Je vois ici qu'il y a une mise à jour à la fois pour l'AMS et la machine, donc je vais la faire mais après, et d'ailleurs je devrais refaire ma calibration, j'aurais dû le faire avant, il aurait dû me le proposer avant. Le bouton calibration va me permettre de réétalonner tout. Vous voyez qu'on a ici une calibration qui est une mise à niveau du lit chauffant avant d'imprimer du filament à haute température, donc du filament technique. Ça permet d'améliorer la qualité de la première couche et surtout l'adhérence. Voilà, pas l'adhésion. Niveau boîte à outils, on a quoi? Calibrage de l'impression, ça c'est ce qu'on vient de voir. Alors vous voyez, on a 2 manières pour pouvoir y arriver. Le séchage du filament, on a cette interface-là. C'est pas la même chose que le séchage du filament dans l'AMS. Ça ici, c'est le séchage du filament dans le cœur de la machine. Donc on vient mettre notre bobine dedans, on vient choisir notre type de filament. Par exemple là, PC il voulait pas tout à l'heure, mais là maintenant ici à l'intérieur, il voudra bien. Ça va juste prendre plus de temps, ça va lui mettre 12 heures pour le faire. À penser si c'est utile pour vous. Et puis l'étalonnage haute précision. Alors ça c'est une procédure de calibration qui va utiliser la caméra qu'il y a au niveau de l'extrudeur pour améliorer la précision. Ils disent qu'il faut mettre 2 filaments, un foncé, un clair dans chaque extrudeur. Donc je ferai ceci plus tard. Et l'étalonnage de la précision de mouvement, ça c'est si on a acheté la plaque qui coûte super cher, je pense qu'elle coûte plus de 100 €, qui est une plaque de calibration qu'on ne laisse pas pour imprimer, qu'on met et on fait la calibration. Donc voilà, j'ai pas cette plaque, j'espère, elle est pas en stock en fait, je voulais la commander même si c'était 100 €, mais voilà. Et au niveau des paramètres, on a des paramètres quoi. On peut activer la veille automatique, on peut activer le mode LAN uniquement, on a une adresse IP, enfin bref, ils disent simplement que le mode LAN désactivera la connectivité avec Bamboo Cloud et Bamboo ND, mais donc on a un mode LAN qui est possible. Et enfin, le petit message d'assistance nous dit qu'ici tout est parfait, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Bon alors il y a une chose que vous m'avez demandé, que pas mal de gens m'ont demandé, et me demandent en général sur mes vidéos, c'est de mesurer réellement la place que prend l'imprimante une fois qu'elle est installée. Alors bon, je vais devoir mettre l'AMS au-dessus pour le tester, mais comme ça vous avez les indications. Donc en hauteur, sans l'AMS, on est à 64 cm. En profondeur, y compris la bobine, on est à 62 cm. En largeur, y compris la bobine, on est à 65 cm. Et si je mets l'AMS au-dessus,
on est à 86 cm AMS fermé et à peu près 1 mètre AMS ouvert. Donc comme ça, vous avez les dimensions pour calculer l'espace qu'il vous faudra si vous voulez l'utiliser. Alors, je trouve que la phase de calibration de l'imprimante est très longue. Déjà, elle a mis du temps. Alors, j'ai fait la mise à jour du firmware et puis j'ai refait la calibration. C'est toujours conseillé. Et quand vous allez dans les options d'étalonnage, vous avez des options d'étalonnage supplémentaires. Et par exemple, l'étalonnage de haute précision du décalage des buses. Alors, c'est pour que ce soit encore plus précis en utilisant la caméra qu'il y a sur la tête. Et ben pour ça, il dit qu'il faut mettre 2 filaments, un filament de couleur plutôt claire et un filament de couleur plutôt foncée. Et il va faire quelque chose, il va imprimer, je suppose, un motif. Donc ben, je vais lancer ceci. Bon, alors, là, je fais l'innocent, hein, donc je fais comme si je déballais la machine. Et ici, je la déballe, je fais la calibration de haute précision, hein, j'ai mis les filaments. Il demande d'avoir 2 types de filaments, un filament avec des contrastes quand même assez élevés, donc un filament clair, un filament foncé. Et ici on me dit le calibrage de haute précision du décalage de la buse a échoué, peut-être en raison d'un motif endommagé, ok, peut-être que ça s'est mal imprimé, ou peut-être à cause de la similitude des couleurs. Alors peut-être, mais en ce qui concerne la similitude des couleurs, eh ben c'est noir et blanc. C'est difficile de faire des couleurs très similaires comme ceci. Donc je vais réessayer cette calibration. Hein. Je prends les motifs. Peut-être que le motif s'est mal imprimé. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça n'a pas marché du premier coup. Alors il me conseille de remplacer les filaments par un contraste de couleur plus élevé. Ouais, noir et blanc, ok. Hein, ça me paraît compliqué. Donc je vais recommencer. On ne sait jamais qu'il y avait une petite crasse quelconque quelque part. Alors j'en profite qu'il est occupé hein, pour vous montrer ceci. Vous voyez ici c'est surélevé, il y a un petit évent. En fait c'est ce qui permet à la machine de travailler porte complètement fermée sans devoir lever le capot ou ouvrir la porte quand on travaille avec du PLA, puisque pour autant qu'on l'a configuré dans la machine, qu'on est occupé de travailler avec du PLA, eh ben il va ouvrir ceci automatiquement. C'est aussi une des raisons pour laquelle on dit ne rien mettre ici au-dessus, parce que sinon ça va se casser la figure ou ça risquerait de casser le mécanisme d'ouverture. On a également les trappes à l'arrière qui s'ouvrent pour laisser passer l'aération. Voilà, donc pour que ça ne chauffe pas trop à l'intérieur du caisson avec des filaments qui ne supporteraient pas ça. Alors, je voulais faire un petit point avec vous sur les surfaces d'impression, sur les limites, les tailles d'impression. On a un système à double buse avec cette imprimante. Alors, il est dit que la taille d'impression, hein, donc la taille du plateau, on est sur du 350 sur 320. Mais à cause du système de double extrusion, avec des buses l'une à côté de l'autre, eh ben, on ne peut pas exploiter en fonction du filament qu'on utilise et plutôt de l'extrudeur qu'on utilise, on ne peut pas exploiter la surface du plateau de la même manière qu'avec une imprimante qui a une seule tête. Alors ils nous le montrent un petit peu ici, hein, ils disent que pour l'extrudeur de gauche, hein, celui-là, eh ben, c'est le seul qui sait aller complètement à gauche, et que l'extrudeur de droite est le seul qui sait aller complètement à droite. Donc en gros, hein, si on regarde les schémas, ici on nous dit que ça, ben, c'est la surface de travail totale, mais ça ne veut pas dire qu'on sait imprimer depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Ça, c'est pas possible. Si on utilise l'extrudeur de gauche, on va pouvoir imprimer depuis ce point-là jusqu'à ce point ici, hein, pas ici, parce que la zone de travail de l'extrudeur de gauche, c'est ceci. Cette zone est une zone d'exclusion. D'ailleurs, dans Bamboo Studio, on le voit. Vous voyez, ici, c'est précisé. Donc, quand vous imprimez, si vous savez que vous allez imprimer avec la buse gauche, vous pouvez venir mettre dans cette zone, mais pas dans cette zone-là. Alors, la même chose se pose de l'autre côté. Quand on travaille uniquement avec la buse de droite, eh ben, la zone de travail, c'est ceci, et on ne peut pas venir mettre dans cette zone-ci. Et si on travaille avec les deux buses en même temps, par exemple qu'on fait une impression en bicouleur, eh ben, on perd ces deux bandes-là. Et la zone de travail, c'est uniquement ce qu'il y a ici dans le bleu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête, parce que j'ai vu quelques frustrations passer sur des groupes à propos de la zone de travail ou de la zone d'impression.
elle est dépendante de la manière dont vous allez utiliser et de la manière dont vous allez imprimer. Alors voilà, ce coup-ci, il a bien voulu imprimer et donc il a fait sa calibration. Et au niveau des motifs imprimés, je vois pas la différence, mais c'est pas grave. Une première petite erreur, la deuxième, c'est passé tout seul. Alors, autre calibration qui est proposée, c'est un étalonnage de la caméra qui permet d'augmenter ou de diminuer les risques d'erreur et augmenter le taux de réussite des détections. Donc là, il nous dit de retirer le module externe tous les modules externes de la tête d'outil, pas ce que ça veut dire, et puis nettoyer le plateau chauffant et exposer le marqueur du lit chauffant. En fait, la traduction est pas bonne, parce que c'est pas nettoyer le plateau qu'il faut faire, c'est le retirer. La traduction en français est pas bonne du tout. Moi, je pense que je vais la passer en anglais. Et donc, ici, il faut laisser apparaître le lit en lui-même, sans le plateau, parce que, comme vous pouvez le voir ici, on a des petites marques de calibration sur le plateau en lui-même. Et c'est ce qui va avoir besoin d'être utilisé pour calibrer les angles de la caméra. Donc, je fais commencer. Vous pouvez voir là qu'il me dit étalonnage en cours. Il va mettre à 0. Et ça dure à peu près 4 minutes. Donc voilà, le petit interface nous fait bien suivre ça. Et il fait son petit travail en arrière-plan. Bon allez, c'est le moment où on va enfin essayer d'imprimer. Donc je vais fermer la porte déjà, puisque comme je vous ai expliqué, on peut le faire. Et ce que je vais commencer, je vais pas faire un énième benchy, on va tout de suite faire du 2 couleurs parce que je suis persuadé qu'elle peut imprimer très bien en PLA en une couleur. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer tout de suite en 2 couleurs. Alors ça tombe bien puisque j'ai justement, pour faire mon test de calibration, mis du noir et du blanc. Donc on va faire le petit panda qui propose ici. Je vais activer une timelapse. Je regarde dans les options avancées et j'ai différentes possibilités. Nivellement automatique, oui. Calibration automatique. On a une option de plus par rapport à ce qu'on connaît avec les X1C. C'est que le nivellement automatique, ici, on peut choisir de l'activer, de le désactiver, ou on peut choisir de le faire, de le laisser gérer ça de manière automatique. Alors, je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas quels sont ses critères de décision, mais c'est lui qui décide s'il y a besoin de faire un nivellement automatique du plateau, si on l'a plus fait depuis un moment, peut-être, je ne sais pas comment est-ce qu'il décide, mais je vais laisser en auto, je vais laisser tout en automatique, pour qu'on puisse voir un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne sans trop se casser la tête à essayer de bien la faire fonctionner. Et il est parti, j'en ai a priori pour 1h16 minutes, je vais le laisser faire, j'espère que je pourrai récupérer le timelapse, et on se voit tout de suite après. Alors voilà, la première impression est terminée. Alors comme vous le voyez, je viens vous montrer ça de plus près, c'est encore chaud. Vous allez vous dire, mais il a dit qu'il allait imprimer en 2 couleurs et qu'il allait mettre du noir et du blanc. Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce que il s'est planté dans le montage et qu'il a oublié une partie? Non, non, c'est du noir, comme vous pouvez voir. C'est du noir, mais version Tecnapa est un peu con, parce que... Voilà, j'avais du blanc sur la bobine extérieure, comme vous voyez, et j'ai du noir et du blanc dans la MS, mais je me suis planté et j'ai demandé d'imprimer avec l'extrudeur gauche en blanc plutôt qu'en noir, et avec l'extrudeur droit en blanc, comme il devait être en blanc. Donc du coup, il a imprimé en 2 couleurs, blanc sur blanc, et on a un petit panda, alors qui est sympa, qui est très très bien. La première couche est nickel, ça bouge bien, bon ça, il est plutôt cool. Mais il n'est pas dans les 2 couleurs. Donc maintenant, je le relance pour avoir quand même l'impression en 2 couleurs. Enfin, si, il est en 2 couleurs, mais 2 couleurs de blanc. Bon, mais voilà, il a imprimé cette fois-ci avec les 2 bonnes couleurs. Alors l'impression s'est plutôt bien passée. Je trouve que ça, c'est leur modèle à eux, celui qui est dans l'imprimante. Mais ils auraient quand même pu faire des hauteurs de couches adaptatifs pour le dessus, puisque c'est un peu, voilà, le modèle. Mais bon, ça va, c'est comme l'autre. La première couche est pas mal. On peut voir que la ligne de purge est au plus proche du modèle et ça, c'est pas mal. Et on voit que ça, grâce aux 2 têtes, ça n'a pas pris beaucoup plus de temps que le modèle de base. Donc à peu près 1 heure, un petit peu plus. Et c'est en 1 couleur, c'était à peu près le même temps d'impression. Bon, je vais pas m'amuser à imprimer tous les modèles qu'il y a sur la clé, sauf peut-être un deuxième spool holder que je vais imprimer en filament technique et ce qui sera une manière de tester le filament technique.
Ici maintenant, je vais pousser le test à voir un autre usage qui est l'usage d'utiliser la deuxième tête, non pas pour une deuxième couleur, mais pour pouvoir mettre du PETG en tant que support d'interface. Alors ça pourrait être l'inverse, hein, mettre du PLA si vous imprimez en PETG. Voilà, donc parce que je n'ai pas de filament dissoluble, j'ai pas de PVA, j'ai pas de filament support, donc je sais difficilement tester ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir retirer plus facilement les supports et laisser moins de marques. Donc, je vais imprimer un petit modèle qui nécessite des supports. Donc, on se voit tout de suite pour ça. Bon, alors pour tester la combinaison entre le PLA et le PETG, je vais imprimer ici un modèle qui est fait pour tester les surplombs. Mais ici, je vais lui mettre des supports. Et puis comme ça, donc c'est un modèle qui est fait pour tester nos combinaisons de supports pour voir un petit peu l'impact. Et ben voilà, je vais essayer ça comme ça ici. Ça me semble représentatif de ce qu'on pourra obtenir. Je vais donc activer les supports et je vais mettre une interface de support en PETG. Et je viens réduire la distance Z supérieure. Je viens donc mettre une distance Z supérieure à 0. Je mets 3 couches d'interface supérieure. Je mets l'espacement de l'interface supérieure à 0. La distance support objet à 0,5, le motif d'interface en rectiligne, le motif de base en rectiligne aussi. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est bien imprimé. Les supports se retirent très facilement grâce au PETG. Et comme vous pouvez le voir, la qualité sur les surplombs est plutôt bonne. Bon, alors maintenant qu'on a vu que ça c'est bien imprimé, ce que je vais tester maintenant, c'est plus le PETG en tant que support, mais le PETG en tant que matériau à part entière. Donc cette imprimante peut faire autre chose que du 2 couleurs. Et notamment, j'ai envie de tester ses capacités sur des filaments plus techniques. Donc je vais commencer d'abord par du PETG et puis avec des filaments un peu plus techniques, peut-être de l'ASA, ABS, ASA, je vais voir ce que j'ai dans mon stock, pour finir par quelque chose de vraiment plus technique, donc du nylon. En tout cas technique au niveau de ce que moi j'ai comme filament ici. Donc j'ai du PA12CF, du PA6GF, je verrai un petit peu quel filament, mais donc voilà, maintenant on va tester le PETG. Alors il se trouve que j'avais besoin pour un tiroir pour mon bureau de petits bacs pour ranger des affaires. Et c'est très bien puisque dans l'écosystème de Bamboo, je rappelle qu'on a le Maker Lab. Alors si je viens cliquer ici, ça l'ouvre là. Et dans le Maker Lab, on a le module créer mon organisateur de bureau, mon organiseur de bureau, qui permet de pouvoir gérer ça très facilement. Alors j'aurais pu le faire sur Fusion 360 aussi, mais comme ça au passage, vous voyez un petit peu quelles sont vos possibilités en restant dans l'écosystème de Bamboo. Donc, je m'étais déjà fait des choses. Je trouve ça sympa qu'ils aient intégré dans Bamboo Studio directement le Maker Lab. Par contre, on est toujours sur le plateau que dans les dimensions maximum du X1 P1 A1. On n'a pas... bon, alors c'est pas très grave, parce que de toute façon, l'organisateur que j'ai besoin n'a pas besoin de prendre la taille entière du plateau de la H2D. Mais là, il ferait bien de faire une petite mise à jour. Bon, alors je vais passer vite fait, je vais pas vous faire un cours ici sur comment utiliser ceci. J'ai une vidéo sur le Maker Lab et notamment sur l'organiseur de bureau. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne si vous voulez voir ça de plus près. Mais on va faire une petite ellipse temporelle pour arriver à l'endroit, ou en tout cas au moment où j'ai fait mon petit organiseur. Et voilà ce que ça donne alors en PETG HF, donc c'est ce que j'ai mis dans l'AMS, blanc. C'est parti! Désolé pour les bruits en arrière-fond, mais il y a une imprimante qui s'excite dans l'atelier. Ça s'est très bien passé, donc absolument aucun problème. Ça s'est imprimé vraiment comme du PLA. Donc ici, on est sur le PETG HF de chez Bamboo. Et hop, comme vous pouvez le voir, on a une impression nickel. C'est extrêmement propre. On n'a pas de difficulté. Alors ici, il y a un petit blob, mais il reste pas accroché. Donc, on a une impression nickel. Je dois avouer que je suis assez content. Et pour ceux qui veulent voir l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Et on va voir si ça rentre bien dedans. Et voilà, il rentre parfaitement dedans. Et ce sera bien plus pratique pour ranger les petits outils comme ça.
Bon alors comme je le disais, je vais synchroniser la machine, hein, donc j'ai mon ASA générique qui est là. Normalement le bon usage, hein, c'est de faire une calibration de son filament, hein. Et bien ici je vais pas le faire parce que je veux voir comment la machine s'en sort en prenant simplement le profil générique et en le modifiant pas par rapport au filament. C'est probablement pas une bonne chose, il y a des chances que la qualité soit pas top, c'est une question d'utilisateur et pas une question de machine. Néanmoins, je veux quand même voir comment les calibrations automatiques permettent de compenser une erreur utilisateur. Donc j'avais encore 8 pièces comme ça à faire. Je vais probablement mettre un petit support ici à l'intérieur, mais voilà en gros en ASA ce que je vais avoir besoin comme pièce. Je vais l'identifier comme de l'ASA. Au niveau des supports, je vais lui demander d'activer un support de type normal en ajusté, c'est ce que je préfère pour ce genre de truc. Et il va le faire au niveau... alors là, j'ai pas envie de mêler avec le PETG. D'ailleurs, je suis pas certain de l'interaction ASA-PETG, donc je ne vais pas le faire. Je veux qu'il mette du support que sur le plateau. Et pour le reste, je modifie pas trop les paramètres. Il me fait des brimes et... c'est vrai que pour l'ASA ça peut être mieux, mais je vais les retirer. On va prendre des risques. Et voilà. J'en ai pour 1h12, 21 grammes. Bah c'est parti. Bon alors là aussi, hein, aucun problème avec l'ASA. Ça s'est imprimé pratiquement comme si c'était du PLA. Elle m'impressionne vraiment d'un point de vue technique cette machine. Bon alors ici je vais faire un test en TPU, hein, avec du TPU 95HF. Je vous avais montré comment mettre le TPU juste avant, donc il y a une petite procédure particulière. C'est parti. Bon alors le TPU sans difficulté, si ce n'est le décoller un petit peu. Vous pouvez voir, hein, ici, j'ai juste eu à un moment donné une alerte spaghetti, hein, et au niveau de la reprise, je trouve qu'il y a une petite ligne qui se voit, mais bon, voilà. L'alerte spaghetti, c'était en fait, il n'y avait pas de spaghetti, mais le TPU coulait un petit peu sur la buse, donc il y avait un fin filet, et là il l'avait repéré, le spaghetti. Bon, voilà, hein, c'était une fausse alerte. En même temps, j'ai nettoyé un peu la buse. Donc voilà, ça donne un petit canard en plastique, tout mou, hein, en TPU. Donc aucune difficulté non plus pour imprimer du TPU. Alors je précise qu'ici on était sur du TPU relativement rigide, hein, donc du 95A. J'ai pas sous la main du TPU beaucoup plus souple. Donc ça, je ne suis pas là maintenant en mesure. Peut-être que plus tard, je ferai une autre vidéo avec des tests avec quelques matériaux particuliers si j'en achète ou si j'arrive à en obtenir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des matériaux spécifiques dont vous aimeriez bien voir un test d'impression avec cette machine. Et voilà. Bon, maintenant on a testé quelques filaments techniques. Je vais encore tester une impression en nylon. Et après, je vais essayer quand même de faire une dernière impression en multicouleur, hein, plutôt sympa, représentative, pour qu'on voit également aussi la quantité de déchets dégagés par une impression en 4 ou 5 couleurs. On va faire 5, hein, comme on peut aller jusque 5 avec la bobine extérieure. Ce qui est super parce que la Bamboo X1 ne le permettait pas et je trouvais ça quand même un petit peu bête. Bon, alors il se trouve que j'avais du PC, hein, de chez Bamboo Lab dans ma réserve. J'avais oublié, c'est heureusement que je fais ce test parce que j'ai failli en recommander. Je devais imprimer pour ma Voron des pièces transparentes, enfin pour la Box Turtle de la Voron, des pièces transparentes en PC. Et donc c'est parfait, hein, puisque j'ai du PC transparent ici, on va le tester. Alors ici je pense qu'il n'y a pas de problème à le mettre dans l'AMS, donc je vais le mettre dans l'AMS. Par contre quand je testerai le nylon, je le mettrai sur la bobine extérieure et c'est ce que je vous conseille parce que je suis pas convaincu que parce que c'est du nylon chargé donc c'est du nylon chargé. Je suis pas convaincu que ce soit bien de mettre des filaments chargés dans l'AMS. Je pense que les pièces, les mécanismes, les rouages de l'AMS
risquerait d'être abîmé par le filament chargé. Donc c'est très très bien ici qu'on a beaucoup plus de flexibilité à utiliser la bobine extérieure qu'avec la X1. Et voilà, ben ça c'est bien imprimé, hein. Ça c'est une pièce qui sera translucide pour laisser passer justement la lumière. C'est un diffuseur en fait. Donc voilà, j'en ai 4 comme ça avec le petit logo au-dessus. Bon le PC, pas de difficulté non plus. Bon alors pour un dernier test technique avant d'exploiter vraiment le multicouleur, je vais faire un test avec du nylon chargé à la fibre de verre. Donc ici bon c'est un filament qui est un petit peu cher, mais voilà, on va voir si elle peut imprimer sans vraie difficulté. Alors ici en plus j'utilise du bambou, donc a priori on n'a pas de calibration à faire. Donc on va voir si le combo entre les deux est vraiment pratique pour se simplifier la vie. Bon, alors là, encore absolument aucun problème d'impression. C'est, voilà, hein, franchement, c'est comme du PLA. J'ai mis la bobine, j'ai choisi les paramètres, j'ai imprimé, pas de calibration, et j'ai une pièce en nylon qui est super. Hein. Alors j'ai un brim ici, hein, celui-là, ce sera un peu plus difficile à le retirer, mais voilà. Et si vous vous demandez ce que c'est, je vous montre. Bon alors voilà, c'est simplement une clé pour ouvrir ce genre d'appareil. Et il valait mieux que ce soit en nylon, ce genre de clé, parce que sinon ça pourrait casser. Et là, avec le nylon, ça tiendra vraiment bien. Alors le côté fibre de glace en verre, enfin fibre de verre en plus, bref voilà, n'était peut-être pas absolument nécessaire pour moi. Mais bon, puisque c'est la bobine que j'avais, ça donne un petit rendu sympa. Alors je vais prendre cette figurine et on va la mettre en couleur hein, pour voir. Je pense que c'est un bon modèle pour tester ça. Donc on va regarder ça. Alors je vais devoir faire de la mise en couleur. Donc d'abord déjà changer l'imprimante. Voilà. Et je vais la mettre en couleur. Alors pour ça on a les outils internes. Alors ici pas de tutoriel pour la mise en couleur hein, mais c'est via les options ici de peinture couleur. Je vais juste venir changer mes couleurs pour correspondre au filament que je vais devoir utiliser. Faire les mises en peinture en fonction des différents outils et on regarde tout de suite après ce que ça donne. Et voilà pour la mise en couleur. Alors je viens bouger ma tour de nettoyage. J'aurai évidemment des supports à venir y mettre. Alors le mieux aurait été d'avoir 6 couleurs hein, puisque normalement le brun ici n'est pas le même que celui de la peau, mais bon, hein, on va faire comme si. Alors j'ai réduit un tout petit peu la taille du Mickey, hein, parce que sinon avec les changements de couleur j'en avais pour plus de 2 jours et des. Donc j'ai un peu réduit la taille du Mickey. Donc on est ici à 1 jour et 14 minutes. Et quelque chose qui est intéressant de noter, hein, c'est ici vous voyez qu'il a regroupé les couleurs en fonction des bus pour essayer d'avoir le moins de changements possible et surtout d'avoir le moins de quantité de purge possible, hein, puisque ça dépend aussi des couleurs, hein, des contrastes entre les couleurs. Et donc il me conseille de mettre le rouge sur la buse de droite, sur un extrudeur, et faire les changements de couleur avec ces couleurs là. Donc je vais respecter ce qu'il dit et on se voit d'ici 1 jour et 14 minutes pour moi, et puis tout de suite pour vous, pour regarder ça. Bon alors voilà, le print est terminé. Globalement ça s'est bien passé, ça prend un peu de temps et c'est une des raisons pour lesquelles moi personnellement je n'ai pas très envie et je n'aime pas beaucoup faire des prints en multicouleur. Une autre raison, hein, je vais le montrer de plus près, mais moi je vois ici que bon, globalement la qualité a l'air super sur toute la pièce, sauf au niveau du chapeau. Et j'ai déjà constaté plusieurs fois ça quand il y a des changements d'outils. Il peut y avoir un petit, des changements de filament, pardon, pas d'outils ici justement. J'avais déjà constaté de temps en temps sur des modèles avec la X1. Et là aussi, ouais, je sais pas exactement ce que c'est, hein, mais on voit quand même clairement qu'il y a un petit décalage, un petit layer shift.
et ça, ben, ça j'aime pas trop. Et voilà le modèle, hein, de plus près. Alors, comme vous voyez, c'est globalement propre, hein, mais il y a quand même, voilà, je sais pas, peut-être avoir au niveau du côté de l'input shaping ou, enfin, voilà, on a quand même quelques petits points où on pourrait critiquer la qualité, en tout cas la qualité parfaite. Alors petit point à voir encore avec cette impression multicouleur, c'est évidemment la quantité de poups, hein, puisque on a plein de poups. Alors les deux couleurs, les deux extrudeurs nous permettent déjà d'économiser des poups. Comme vous voyez, on n'a pas de rouge puisque le rouge était sur un autre extrudeur, donc ne nécessitait pas d'être purgé. Par contre, on a, pour cette petite figurine, hein, enfin taille quand même petite moyenne, on a un beau paquet de poups, hein. Ce n'est que les poups de cette figurine. Et je suis allé la peser, j'ai pour à peu près 540 grammes de poups, plus la tour de purge. Donc à peu près 600 grammes de poups. Ben voilà, hein. C'est pas... on perd quand même beaucoup de matière. Alors 600 grammes sur 4 bobines, mais ça fait quand même 150 grammes par bobine de perdu pour une impression 4 couleurs. C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis pas très fan des impressions 4 couleurs, mais après ça c'est vous qui voyez. Elle peut le faire sans difficulté, moyennant plus de temps et moyennant plus de déchets. Bon alors, quelle serait la conclusion pour cette imprimante? Donc bon, je pense qu'il faut analyser les choses sous plusieurs angles. Premièrement, la question de savoir si intrinsèquement la machine, en dehors de toute considération de cas d'usage ou de prix, est-ce que la machine en elle-même est bien? La réponse est un grand oui. Cette machine fonctionne du feu de Dieu, on n'a absolument aucun problème technique et matériel à pouvoir l'utiliser, à imprimer des filaments techniques. J'ai pas été déçu, on n'a pas des énormes bugs au fonctionnement. L'emballage, bon, si, j'étais déçu du coup, mais là, vu le truc, je pense que c'est un transpalette qui a tapé dans la caisse. Je pense pas vraiment que c'est de la faute à Bambou, alors même si j'étais très fâché au moment de la recevoir. Enfin voilà, c'est pas vraiment de la faute de Bambou qu'un livreur ait fait le con avec son transpalette et tapé dans la caisse, hein, donc voilà. Mis à part ça, l'imprimante en elle-même, absolument rien à lui reprocher. Elle fonctionne bien et j'en suis parfaitement content. J'en suis même tellement content que je pense que je vais me séparer de ma X1C. Parce que je suis toujours à la recherche de place dans mon atelier et le puzzle commence à devenir de plus en plus compliqué. Et je ne vois pas un seul cas d'usage où je vais utiliser la X1C plutôt que la H2D, hein, pour le dire clairement. On est vraiment sur une amélioration, hein, sur tous les points de la X1C. Je parle pour ce qui est du volet imprimante. Et justement, je viens sur ce point, c'est que pour moi, en tant qu'imprimante, en tant que telle, on est uniquement sur une amélioration de la X1C. On n'est pas sur un truc révolutionnaire comme le marketing a voulu nous le faire croire à un moment donné, hein. Je me souviens qu'ils allaient apporter des technologies non présentes dans le domaine, enfin des technologies présentes uniquement dans le monde industriel, dans le domaine des particuliers, en tout cas. La phrase était formulée un petit peu comme ça et il y a eu plein de spéculations dans tous les sens. Moi, j'ai pensé à du DTF à un moment donné. Enfin voilà. Et si ce qu'ils entendaient par là, c'était simplement une buse, enfin une double tête non indépendante, eh ben non, c'est pas vrai. Il y a déjà plusieurs machines qui ont sorti. Il y a une Gitech, je sais plus son nom, mais qui avait une double buse non indépendante. Il y a une Annette qui avait ça. Il y a la Snapmaker qui avait ça. Enfin, la Snapmaker, aussi bien la 2.0 que la Artisan, a une double tête non indépendante. Donc, c'était, enfin voilà, donc une petite déception pour le côté révolution. Mais une super amélioration pour la X1C. Alors ça, je dis, c'est vraiment ce que je pense d'un point de vue indépendant du prix ou du positionnement. Maintenant vient cette question de nuance, la question de la nuance sur le prix et le positionnement. Premièrement, ben, le ticket d'entrée est cher. Alors il y a des belles technologies dedans, mais le ticket d'entrée est cher et
pour les deux publics, hein, puisque vous avez bien compris qu'ici, on a un marketing un peu particulier, puisque Bamboo veut vraiment toucher un nouveau public, le public du DIY, hein, do it yourself, avec cette machine. Alors, il y a l'imprimante dans sa version standard ou combo qui se cantonne à être une imprimante. Il y a aussi la version laser qui offre à la fois la découpeuse et la graveuse laser. Et donc, mon questionnement va être pour les deux publics, parce que si simplement on veut une imprimante, une bonne imprimante, on a cette machine-là. Ok, elle est bien, elle est grande, elle permet de travailler des matériaux techniques dans un volume d'impression intéressant. Elle remplace avantageusement la X1C, avec quand même des points un peu dommages. Je regrette de ne pas avoir un port LAN dedans, tout simplement parce que dans mon atelier le Wi-Fi c'est une purge et que c'est même... Enfin voilà, c'est même pas pour être directement connecté en LAN, c'est pour moi elle est connectée au cloud de Bamboo, mais via un câble réseau. Donc ça, alors j'ai pas essayé, peut-être qu'un adaptateur RJ45 qui partirait du port USB permettrait de faire ça pour éviter les décrochages que j'ai régulièrement en Wi-Fi, mais bon voilà, donc ça pour moi c'est un point qui me déçoit sur l'imprimante. Mais là encore, c'est qu'un point de détail. La question liée au prix, c'est de dire, soit j'ai déjà une X1C, est-ce que c'est vraiment opportun de mettre pour finalement l'amélioration, qui sont des petites améliorations de confort, sauf la chambre activement chauffée. Donc, je parle ici en tant que maker. Je pense que si vraiment on est dans un terme de productivité, eh ben, l'investissement vaut probablement le coup, parce que rien que la chambre activement chauffée et le fait de pouvoir travailler sans aucune difficulté, des filaments techniques hyper exigeants, là où c'était déjà possible mais de manière moins confortable avec la X1C, et le volume supplémentaire justifie probablement l'investissement si on le rentabilise assez vite grâce à notre productivité. Si on est plutôt dans la logique d'un maker, il faut vraiment se poser la question, parce que je pense pas que le rapport investissement et retour, ce que ça va changer pour nous, vaut cet argent-là. Donc voilà, ça c'est ma position. Donc concrètement, est-ce que moi avec ma X1C et toutes mes grandes machines que j'avais déjà, est-ce que vraiment c'était utile que je paye ce prix-là? Je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais pas été extrêmement floué, je n'aurais pas raté l'opportunité de ma vie. Maintenant je l'ai fait et ma question elle se pose dans le sens inverse. Maintenant que j'ai cette imprimante, est-ce que ça vaut le coup que je garde les autres? Voilà, donc ça c'est aussi un calcul que vous pouvez faire. Si vous avez plein d'imprimantes différentes et que vous vous dites est-ce que une pour les gouverner toutes ce sera suffisante, pourquoi pas? Alors je me pose la question, pas pour mes Prusa, vous savez que j'adore les Prusa et j'adore les bambous, donc voilà, ni la belle tchèque ni la belle chinoise ne partiront de mon atelier. Mais je me pose des questions, par exemple pour ma Kiddy. La Kiddy je l'aime bien, mais c'est sa force, je parle de la plus 4, sa force c'était d'avoir une machine avec chambre chauffée et un volume d'impression assez intéressant, et puis maintenant elle vient d'être écrasée par la H2D, parce que la Kiddy n'a plus que pour elle, entre guillemets, maintenant dans cette composition là, que Clipper, en gros, voilà, pour ceux dont c'est utile. L'autre chose que je me pose, toujours par rapport à ce marketing, c'est, alors j'ai pas testé la machine laser, donc je ne sais pas dire, je ne peux pas trop m'avancer, mais ça m'a pas l'air fifou non plus. À mon avis ça fonctionne bien, mais on n'est pas sur une révolution. On a un graveur 10 watts ou 40 watts, dans un caisson qui est quand même assez limité en termes de taille et d'espace de travail, et on a une Cricut avec un porte-stylo. Je sais pas si le public DIY, qui est surtout plus branché sur ces deux technos-là, et pour qui l'impression 3D c'est bien, mais pas pour du filament technique, pas pour des choses comme ça, donc pas un profil de maker plus technique, un profil de maker plus créatif. Est-ce que vraiment le ticket d'entrée à 3000-3500 € en fonction du laser utilisé est un ticket d'entrée intéressant pour aborder cet écosystème? Moi je me pose la question. Bon, je sais qu'elle s'est vendue
elle s'est très vite vendue. Alors peut-être que voilà, peut-être que oui, la réponse est oui, mais est-ce que les gens sont pas déçus à l'utilisation? Est-ce qu'ils vont pas se dire ouais, c'est quand même un peu cher payer 3500 boules pour un graveur 40 watts qui est finalement pas très grand en termes de taille, et une découpeuse que j'utiliserai jamais, ou une découpeuse alors que le graveur j'utiliserai jamais, ou une imprimante 3D où la A1 à 300 balles m'aurait très bien convenu, et dont toutes les caractéristiques techniques pour faire du filament technique, du nylon et tout ça, et je m'en tape. Donc ce mélange des genres me questionne vraiment, et moi je me demande si Bambu n'aurait pas mieux fait, alors peut-être que c'est ce qu'il compte faire après, mais n'aurait pas mieux fait d'essayer de toucher les autres publics avec un petit graveur laser, un peu comme le Falcon A1 de Creality, un petit graveur laser utilisable facilement sur un atelier, une petite Cricut style et qui utilise l'écosystème Bambu. Bon bref, je ne sais pas, seul l'avenir le dira, mais moi c'est un peu les questions que je me pose. Donc voilà, j'ai déjà été assez bavard, je suis trop bavard. Toujours est-il que là maintenant, moi je pense que intrinsèquement c'est une excellente imprimante. J'ai pas du tout été déçu en l'utilisant. Il faut juste que vous posiez la question de savoir si la valeur ajoutée de l'imprimante par rapport à ce que vous possédez maintenant, par rapport à votre usage, vaut le prix qui lui est quand même assez important. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez l'acheter, il y a un lien affilié dans la description. Ça va pas me faire du mal que vous passiez par ce lien affilié, hein, pour le dire clairement. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine.